Conclusion, et je salue les personnes qui sont à distance. Conclusion sur finalement les enjeux de la politique du logement des territoires à l'Union européenne. Et vous allez voir qu'on va avoir donc deux temps dans cette conclusion. D'abord, les échelles des politiques publiques du logement, et puis deuxième temps, vers une nouvelle politique du foncier. Et donc, voilà les éléments finalement d'ouverture de cette conclusion. Mais d'abord, peut-être dire que, on a parlé, vous avez dû en parler dans toutes les séances de cette semaine, il s'agit d'ouvrir sur la question de la crise du logement et à quel point le logement est un sujet central dans la crise sociale aujourd'hui. Et je proposais d'ouvrir cette conclusion sur le rapport 2023, donc l'avant-dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Et quand vous prenez ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, qu'est-ce qui nous est dit? D'abord, il nous est dit que l'année 2022, sur lequel porte ce rapport, l'année 2022 a été marquée par une hausse inédite des prix liés au logement, et hausse inédite depuis 30 ans. Donc on a un moment de ce début des années 2020, au-delà de tout ce qu'on a dit sur la crise du logement, qui est l'insuffisante production de logements, un modèle économique fragilisé, par des bailleurs sociaux fragilisés, etc., il y a une réalité, c'est que les Français et les Françaises s'appauvrissent par le logement. Et l'expression est utilisée par la Fondation Abbé Pierre, et évidemment, dans un sens très global, c'est tout ce qui est lié au logement qui est en telle augmentation qu'on s'appauvrit. Donc c'est la question dans certaines zones du loyer, mais c'est la question aussi des charges, et la crise énergétique, bien sûr, de 2022 notamment, contribue à faire qu'on est dans des situations extrêmement préoccupantes. Donc tout ce qu'on avait vu et que vous avez dû revoir dans la semaine sur la précarité énergétique, vous l'avez revu? Oui. Peut-être ce matin même. Ce matin, oui. Et bien précisément, prend encore une nouvelle actualité du fait même de la précarité, du fait même précisément de la crise énergétique. Donc, on a cette situation. Donc, dans ce contexte économique et social tendu, alors que le logement occupe une place de plus en plus importante dans le développement de l'exclusion et des inégalités, il se trouve qu'on a le sentiment que la puissance publique est assez, ne semble pas avoir pris la mesure de l'enjeu. Ça, c'est petit éclairage quand même, c'est de nombreux gouvernements, ou en tout cas leur nomination où il n'y a pas de ministre du logement depuis 2017, et ils viennent souvent dans un second temps, l'absence de ministre de plein exercice dédié au logement, et puis, on va le dire comme ça, et forcément ça peut être vu comme polémique ce que je vais dire, mais un président de la République qui, depuis 2017, ne fait pas du logement une priorité, très clairement. Et donc, cette situation, elle est problématique. La dernière grande loi sur le logement, c'est la loi Elan, comme la dernière loi qui portait véritablement sur le logement, c'est la loi Elan, mais donc qui est une loi de tout début de mandat. Et depuis, on est dans des débats, certes un Conseil national de la refondation logement, mais qui accouche d'une souris. Il n'y a rien, quasiment rien dans le Conseil national de la refondation dédié au logement. Et donc, on est dans cette situation de décalage entre une préoccupation des Françaises et des Français, entre un appauvrissement par le logement, et donc cette situation problématique. Je vais vous dire une chose, c'est que si j'utilise ce rapport de l'État de la Fondation Abbé Pierre, c'est que la Fondation Abbé Pierre pointe encore plus que l'appauvrissement des ménages par le logement, pointe encore plus la situation du mal logement. Et donc, c'est ce qui est écrit dans
ce rapport 2023 face à des situations indignes, à l'heure où des milliers de personnes, notamment des enfants, sont refusées chaque soir par le 115, faute de place d'hébergement. Il est devenu urgent de relancer la politique du logement d'abord et de cesser les coupes budgétaires sur les allocataires des APL et sur le monde HLM. Tout était dit dans ce rapport. Donc, encore une fois, le continuum de l'ensemble de la politique du logement et cette question précisément de faire en sorte de développer le logement social pour qu'on arrête aussi d'utiliser l'hébergement comme un palliatif à au logement social. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas assez de débouchés aussi dans le logement social qu'on a une situation d'hébergement enquistée, ou parce qu'on n'a pas mis assez de moyens sur le logement d'abord, qui ne passe pas par la case d'hébergement, mais qui d'emblée propose, mais tout ça maintenant vous en êtes parfaitement familier, propose tout de suite une solution. Je le dis d'autant plus que hier, j'ai eu l'occasion, au vœu d'Action Logement, d'entendre ce que disait la ministre, pour le coup. Et donc la ministre actuelle, qui, pour le coup, nuance un peu mon propos de ces dernières années, elle souhaite afficher une politique de logement et dit que nous y arriverons qu'à condition de porter aussi haut plus de places d'hébergement, mais aussi une politique de soutien au logement social et à l'accession libre. Donc on a peut-être, en ce début d'année 2025, comme on est en période de vœux, on peut peut-être se mettre à rêver et dire qu'il va y avoir des signes d'amélioration au cours de l'année 2025 avec, je le dis, tout ça, vous devez commencer vraiment à l'avoir saisi, une baisse du taux du livret A. Ils en ont parlé dans le financement du logement social, Valérie Mouillet et Jean-Noël Frixinos. Ils n'ont pas dit ça, non. Ça me parle. On a posé trop de questions. Il paraît. Mais si, il y a eu. Je ne sais pas si c'était aussi bon, mais. Indexé sur le livret, je sais pas quoi, là. Ouais, je pense que c'est peut-être. Non, c'est l'augmentation des loyers qui est indexée. Enfin, pas qui est indexée, mais qui est liée aussi à ça, mais pas forcément. Mais il y a une partie des intérêts du livret A qui finance le. Voilà, c'est le modèle notamment, mais qu'on avait déjà plus ou moins dit, mais je ne suis pas rentré dans le détail en évoquant dès la loi Siegfried, l'idée que c'est des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, et c'est ce qui va devenir le livret A. OK. Du coup, une partie des intérêts du livret A. Oui, donc juste pour revenir là-dessus, pourquoi on a des signes d'espoir? Parce qu'en fait, le livret A permet aux bailleurs sociaux d'emprunter pour faire du logement social. Donc le taux du livret A est une variable extrêmement importante de la capacité des bailleurs sociaux à investir. Et donc, on a eu un taux du livret A qui a augmenté ces dernières années avec l'augmentation des taux. Et là, vous avez peut-être entendu le ministre de l'économie, en tout cas, il y a eu une déclaration, le ministre de l'économie a fixé le taux du livret A à 2,4, donc il passe de 3 à 2,4, donc ça donne une bouffée d'air aux bailleurs sociaux. C'est un signe d'espoir. Voilà. Il y a d'autres choses, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans le détail de la réduction de loyer de solidarité. Mais moi, je vous l'avais dit d'un mot, la RLS, c'est quand on a, dans la loi de finances 2018, il a été décidé de faire payer aux bailleurs sur leurs fonds propres la baisse des APL, donc de compenser. Et ça a fonctionné, en fait, complètement les bailleurs sociaux. Or, la ministre Valérie Létard propose de réduire cette ponction là dans la loi de finances 2025. Donc, deux éléments qui nous font dire qu'on va peut-être avoir une capacité d'investissement plus forte des bailleurs sociaux, qui serait un bon signe. Et depuis 2018, il n'y a jamais eu autant de motifs d'espoir. Ça avait été plein de bonnes nouvelles, j'allais dire, c'est ça? Non, mais c'était déjà annoncé avant, c'était pas un scoop. Mais c'est que des annonces. Et puis, là, d'abord, c'est des annonces. Quoi? Et que le gouvernement va se faire un moment ou un autre. C'est probable. On verra bien. Mais c'est pas. C'est que c'était déjà contenu dans le projet de loi de finances 2025 avant la chute du gouvernement Barnier. Oui. Donc, elle l'avait obtenu et elle est sur le point quand même d'obtenir le même type d'engagement pour la loi de finances là. Donc, il y a de fortes chances quand même que ça passe. Mais enfin, on verra. Donc, d'abord, ce contexte,
mais aussi peut-être un contexte structurel qui est aussi un peu préoccupant. C'est une évolution de nos villes, de manière générale, de plus en plus homogène socialement. C'est le phénomène notamment qu'on appelle le phénomène de gentrification. C'est un terme que vous connaissez bien, hein, fondé par les sociologues dès les années 60, avec des travaux extrêmement importants, notamment par certains sociologues français depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Une très belle thèse d'Anaïs Collet, soutenue à Lyon 2, qui est une thèse qui compare les pentes de la Croix-Rousse et Montreuil, et donc qui montre deux processus de gentrification, mais il y a une autre auteure qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Sylvie Tissot, qui est professeure de sciences politiques, et qui nous dit finalement, bon ben voilà, il y a un phénomène qui est une transformation de nos villes, mais j'ai envie de dire, on peut penser à ça, mais on peut penser aussi, allons-y, on peut l'évoquer, les travaux faux d'économistes, et je pense notamment aux travaux de Cagé et Piketty sur la notion notamment de conflit social, et de dire que très clairement, dans leur dernier opus, l'idée de montrer que depuis les premières élections au suffrage, sur 200 ans d'histoire du suffrage, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une évolution sur ces dernières années autour des forces politiques françaises, mais surtout, ils utilisent un indicateur qui est plutôt qui est géosocial, hein, qui est à la fois social et territorial, et qui nous montre que les bourgs sont de plus en plus isolés. Il y a un comportement politique bien différent entre le centre-ville des grandes villes et des grandes métropoles, les quartiers populaires, les bourgs et le rural. Et donc, de dire qu'il y a donc cette homogénéité des centres-villes qui correspond finalement à des classes moyennes supérieures, qui à un moment vont pouvoir voter socialiste, puis macroniste, etc. Et donc, il y a cette homogénéité sociale qui se traduit dans des comportements électoraux, hein, et cette question de l'homogénéité des centres-villes, comment on peut l'expliquer? Je suis juste sur cet argument. Comment on peut l'expliquer? Notamment par le logement. Et c'est ce que dit, c'est pour ça que je reprends cet extrait d'une interview de Sylvie Tissot, qui nous dit il y a un lien entre mixité sociale et logement social, je la cite. La mixité sociale telle qu'elle est entendue souvent, elle est entendue comme il faut moins de logements sociaux, il faut moins de pauvres, il faut moins de personnes racisées. Moi, ça me pose un problème. Encore une fois, je pense qu'un des freins à la gentrification, peut-être même le seul, c'est en effet que des populations modestes, voire pauvres, voire très pauvres, puissent continuer à habiter dans ces quartiers. Donc, il faut du logement social. Et là, je finis vraiment là-dessus l'intro de la conclusion, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire de se dire, il faut faire en sorte qu'au cœur de nos... Un SMS qui me traite de social club encore. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est possible. Et donc, il faut se battre, et donc ça veut dire une chose, c'est qu'au cœur de nos métropoles, même si l'immobilier coûte très cher, même si les opportunités foncières sont de moins en moins importantes, c'est un devoir, non seulement pour loger là, les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises, pour parler de cette métropole, mais c'est aussi un devoir en termes de modèle urbain. Voilà. Et donc, c'est important à bien des égards, et ces propos de Sylvie Tissot sont intéressants à deux titres. D'abord, de pointer le rôle du logement social, et puis de pointer, parce que probablement qu'on ne l'a pas assez évoqué, en tout cas pas moi, pas assez dans l'introduction, dans la première séance, c'est toute l'ambiguïté de la mixité sociale. Le terme mixité sociale, il va souvent être utilisé contre les classes populaires, paradoxalement. C'est-à-dire que ça va être notamment un terme qui va émerger dans les années 70, notamment dans les municipalités communistes, pour dire, oh là là, il faut faire en sorte quand même qu'on n'oublie pas les classes moyennes, et notamment les classes moyennes françaises, nées en France. Et dans la naissance polémique quand même du terme de mixité sociale, il y a de cela. Et puis, il est aujourd'hui utilisé même dans le vocabulaire politique pour dire
la mixité sociale, c'est, j'utilise plein de guillemets, parce que ce n'est pas mes propos, c'est l'anti-ghettoisation. Donc, on va utiliser le terme mixité sociale au nom de quartiers qui sont 100% logements sociaux, oubliant peut-être que dans le logement social, à travers le PLAI, à travers le PLUS, à travers le PLS, il y a déjà 70% de la population française qui est couverte sous le plafond de ressources du logement social. Question. Puis après, ouais, ma question elle portait sur la gentrification. Alors, c'est un terme qui, de toute façon, il est un peu à la mode, mais qui est récent, en fait. Années 60, quand même. Ça, en tout cas, pour s'implanter un peu dans le vocabulaire commun, j'ai l'impression que c'est... Ah, ça sent ça. Et c'est aussi beaucoup limité à des analyses sociologiques. Est-ce que c'est pas un peu on sait encore des politiques publiques? Là, je vois qu'il y a un peu un élément de réponse avec cette question du logement social. Je ne sais pas si je suis très d'accord avec Sylvie Tisson, mais je suis personne par contre. Enfin, je pense qu'elle est beaucoup plus calée que moi. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'elle dit? Non, ça me gêne pas, mais pour moi, il y a la gentrification, elle ne se limite pas qu'à la question déjà du logement, puisque en fait, si on construit du logement social à fond, on peut quand même avoir la gentrification, puisque je reprends cet exemple de Confluence où Valérie Munier nous a dit que ça respectait bien les quotas de logement social. Pour moi, la Confluence, c'est tout ça un quartier populaire. Et ça reprend. C'est pas fini. Et ça reprend. Enfin, ça s'installe aussi sur un quartier de Saint-Blandine, en dessous de Perrache, qui était un ancien quartier ouvrier et qui aujourd'hui est très très cher pour ce qu'il est. Donc, ce nouveau quartier vendu comme le futur de la ville, etc., il a quand même exclu des populations tout en respectant les quotas de logement social, où en plus elle nous dit que ça respecte très bien les PLAI, PLUS et PLS. Là où moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de PLS dans ce quartier. Elle a démenti et je la crois. Et elle a sûrement raison. Le premier qui attaque Valérie Munier, je peux vous dire, il me trouvera sur son chemin. J'oserais jamais. Mais donc du coup, il y a cette question du logement social où moi ça me pose question, et la gentrification, c'est une notion sociologique qui prend en compte, et là vous l'avez dit un petit peu, vous avez parlé de personnes racisées, mais il y a tout le côté culturel, et le logement social en tant que tel, ça fait pas tout, et je suis pas sûr que par exemple la gentrification soit beaucoup utilisée dans des textes de loi. Des textes de loi, non. Voilà. Est-ce que c'est pas un il y a plein de choses dans votre remarque qui est hyper importante. D'abord, le terme de gentrification, il va naître autour des sociologues britanniques et des sociologues états-uniens. Il va y avoir plusieurs cas d'études. Notamment, il y a la très belle étude d'Herbert Gans qui porte notamment sur la question de Boston. Boston, ça va être au moment en fait, des grands projets urbains. Une partie de la transformation de Boston. Boston, faut imaginer quand même que c'est en partie une ville avec des quartiers très populaires, notamment d'immigration italienne, et une grande partie des grands projets urbains rayent de la carte une belle partie, une grosse partie du North End bostonien, c'est-à-dire le quartier italien. Donc c'est là que commence à se poser la question justement. Mais quel est l'effet sur les populations? Là, juste pour qu'on rappelle que ça a une histoire, le terme, ça a une histoire en termes de catégorie d'analyse des sociologues. Et effectivement, en France, ça va venir un peu plus tard. Et dans le champ politique, beaucoup plus tard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous regardez quand même ce qui est fait sur le cas français, encore une fois, peut-être renvoyer à la tradition sociologique de lyonnaise, notamment des sociologues de Lyon-Urbain, de Lyon 2, qui sont des sociologues qui ont beaucoup lu les travaux des sociologues de l'école de Chicago, la tradition sociologique de Chicago. Et chez ces sociologues-là, notamment si on suit les travaux d'Anaïs Collet, mais pas qu'elle, donc je rappelle, Anaïs Collet, Bas-Montreuil et Pente de la Croix-Rousse, les comparaisons sur le temps long. Elle observe quoi? C'est quoi une gentrification à la française? C'est un quartier populaire qui est de plus en plus délaissé. Un des marqueurs de la potentialité de gentrification, c'est l'habitat indigne, paradoxalement. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des friches, quand vous commencez à avoir du délaissé, quand vous commencez... Eh bien, il y a la possibilité, surtout quand c'est en cœur de ville,
eh bien, il y a la possibilité qu'il y ait des gentrifieurs, qui Anaïs Collet. Et elle distingue deux grandes générations de gentrifieurs. Une génération années 80, et les ponts de la Croix-Rousse témoignent parfaitement, plutôt capitaux culturels élevés, plutôt intellectuels, si on veut, en tout cas, avec notamment soit du diplôme, soit une vraie, enfin, voilà, une vraie appétence, donc, mais capital économique très faible, plutôt faible, donc ça peut être un prof, par exemple. Donc, mais c'est aussi des artistes. Et là, il y a les premières installations. Donc la première phase de gentrifieur, juste je donne ça pour que vous l'ayez à l'esprit. Et puis deuxième phase, qui est la phase qu'on a le plus à l'esprit, c'est plutôt une phase qui va arriver dans les années 2000 et qui va faire gonfler les prix de l'immobilier parce que là, il y a du capital économique. Et on peut même dire qu'il y aurait une troisième phase. Prenez notamment Lyon est assez révélatrice, hein, mais de quartiers que vous avez pu évoquer pour plein de raisons, qui va être une troisième phase où là, carrément, on vient parce que le coût de l'immobilier est déjà élevé, donc c'est l'attirance ou l'attrait, en tout cas, pour de quartiers déjà, et là, c'est purement du capital économique. Mais ça, c'est le phénomène. Alors, j'ai du mal à vous dire, tout en pointant ce que vous avez dit, enfin, je suis en partie d'accord et en partie en désaccord, mais là, c'est plus mon regard d'acteur. C'est biaisé, c'est de dire les collectivités territoriales, bon nombre, sont conscientes de la gentrification. Est-ce que ça les arrange pas, en fait? Mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais ajouter. Jamais de manière, enfin, alors après, c'est là où je vous dis, je suis à mes limites, là, parce que, comment dire, évidemment, quand vous regardez, si on se le dit, l'électorat urbain qui vote socialiste, qui vote pendant très longtemps. Je vais faire une blague, mais je ne sais pas qui est connecté, donc ça je vais rester prudent. Donc, en tout cas, qui vote, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme un des premiers signaux ou des premiers votes qui montrent un vrai clivage territorial, le traité constitutionnel européen, qui vote pour. Hein, voilà. Qui va voter, je crois que le vote Macron 2017 est très urbain, et qui peut voter écolo. Bon. Donc oui, d'une certaine manière, vous voyez bien que cette homogénéisation sociale peut servir certains exécutifs, dont je fais partie, municipaux, métropolitains, etc. J'étais moins cynique que vous. Non, mais je vous le dis, parce que c'est plutôt une question de date. Pour autant, moi je peux vous le dire, alors là c'est très témoignage, hein, et ça vaut ce que ça vaut. Mais pour le coup, le terme de gentrification, il apparaît dans des notes, dans des documents internes à la métropole. Moi, ce que je vous dis là sur le logement social, je le dis dans les services, c'est-à-dire de dire pourquoi c'est extrêmement important de conserver du logement social et après je vous montrerai la limite en prenant l'exemple de Confluence. À Confluence, enfin, dans le deuxième, mais même à Sainte-Blandine, hein, pour distinguer Sainte-Blandine de Confluence. À la Guille, et puis je pourrais en citer d'autres, notamment en disant tout ce qu'on a fait depuis 2020 sur les pentes de la Croix-Rousse pour conserver du logement social. Toutefois, une fois que j'ai dit cela, et encore une fois, tout en disant que Valérie Lunier a eu raison de vous le dire, mais qu'en plus les fruits de la de l'augmentation de la part de logement abordable dans la phase 2 de la ZAC, Confluence, vous ne les voyez pas encore. Donc, vous n'avez pas encore vu la production de BRS, d'un BRS à la lyonnaise qui est quand même très très largement réservé, très majoritairement réservé à des gens qui sont plutôt éligibles au PLUS, hein, donc qui ne sont pas au taquet du logement social, enfin au plafond. Et ça, vous ne pouvez pas le voir, enfin, ni moi ni vous. Hein, donc on ne peut pas encore en voir les effets. Néanmoins, il y a un obstacle à cette mixité sociale, et c'est là où vous avez raison. C'est une question toute simple, qui est de dire, aujourd'hui,
il y a un impensé dans nos politiques de logement social et de mixité sociale, avec toutes les guillemets que je vous ai même dit que cette expression me gênait, c'est que le loyer n'est pas le même en fonction des territoires. C'est-à-dire que le loyer PLAI que vous allez payer à Vénissieux n'a pas le même montant que le loyer PLAI que vous allez payer à Confluence. Qui va pouvoir dire, je suis dans un quartier central, je suis proche d'un tramway, je suis proche d'une gare, et donc j'ai le droit à ce qu'on appelle une marge locale. Et donc, je le dis plus directement pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, c'est qu'un Vénitien qui souhaite quitter les Maillettes pour venir habiter à Confluence, donc il est dans un certain nombre de cas, il ne peut pas se permettre de faire une mutation, parce que le loyer ne sera pas le même et que son pouvoir d'achat peut-être ne lui permettra pas. Donc, ça veut dire qu'un des vrais thèmes pour lesquels il faut se battre, si on veut aller au bout de la logique, c'est celle du loyer dans le parc social. Je suis rentré dans un niveau de détail mais qui est hyper important. Parce que c'est un des éléments d'une réussite, disons, des quartiers populaires, ou en tout cas, qui laisse la même liberté à un habitant d'un quartier populaire qu'un habitant d'un quartier central. Et je parle de personnes éligibles au logement social. Nous avons partie répondu, mais c'est... Voilà. Non, ça, À partir de là, donc on ouvre 2 points. Donc le premier point, sur la question donc, des échelles des politiques publiques du logement, mais vous aurez compris que cette conclusion, c'est plus l'invitation à un débat d'une certaine manière, donc ça va pas être je ne vais pas vous refaire le récapitulatif des lois que je vous ai fait en introduction ou que les collègues ont pu vous faire au cours de ces différentes journées. Donc premier point, donc les échelles des politiques publiques du logement. Premier élément qui caractérise quand même les politiques du logement sur le temps long, sur les 3, 4, 5 dernières décennies, c'est un peu ce qu'on a dit dès l'introduction. Oui, il y a un poids croissant des collectivités territoriales depuis les années 80. Avec toutes les nuances que je vous ai apportées. Je ne vous refais pas le récapitulatif. Il n'y a rien dans les lois de décentralisation première génération, je pense aux lois de fer, quasiment rien. Il y a des choses qui commencent à émerger dans les années 90, c'est la loi Besson, mais c'est aussi d'autres éléments qui vont renforcer, et en plus, si on pense à la loi Chevènement, qui vont renforcer les EPCI, l'intercommunalité. Et puis, j'ai insisté sur les années 2000 en montrant que dans des gouvernements de couleurs politiques différentes, gouvernement Jospin, puis gouvernement Raffarin, il y avait eu des mesures extrêmement importantes, de la loi SRU à la loi Borloo, pour évoquer des mesures importantes qui ont quand même contribué à donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales. Et j'étais un peu plus nuancé sur les années 2010-2020, en évoquant même 2022, la loi 3DS, qui s'annonçait une loi de décentralisation qui n'a pas donné de compétences aux collectivités territoriales, si ce n'est créer l'autorité organisatrice de l'habitat, qui est aujourd'hui une coquille vide. Néanmoins, il y a des vrais débats, parce que s'il y a une logique de métropolisation, d'interco, qui est avérée, il y a des questions quand même en matière de logement. Première, c'est qui est responsable en matière de pouvoir d'urbanisme? Qui est responsable aujourd'hui en France en matière d'urbanisme? Eh bien, dans les faits, oui, les structures intercommunales ont beaucoup de pouvoir. Beaucoup. Vous n'avez pas les plans locaux d'urbanisme sont élaborés au niveau intercommunal. Donc le document réglementaire, celui qui va autoriser à construire, celui qui va dire voilà comment il faut construire, celui qui va permettre très clairement de fixer, via notamment les secteurs de mixité sociale, des taux de logements sociaux pour n'importe quelle construction, au-delà d'un certain nombre de mètres carrés de surface habitable. Paf, vous êtes là, vous avez acheté votre logement, vous avez acheté un logement dans le 5e arrondissement, et ben on vous dit, vous avez acheté un immeuble, vous avez acheté un foncier, vous allez faire des logements, et attention, rien en dessous de 35% de logements locatifs sociaux. Et tant de PLAI, tant de PLUS, tant de PLS. Donc, le document d'urbanisme, le PLH, oriente la politique d'urbanisme. Donc ça, c'est l'interco.
Oui, mais à la fin, qui va signer le permis de construire? Le maire. Et donc, on a un processus qui n'est pas allé jusqu'au bout, puisque précisément, le maire, un des très rares derniers pouvoirs, compétences communales, et donc qui fait l'objet d'une défense absolue, c'est le pouvoir, c'est le permis de construire. Et il reste municipal. Je pourrais vous prendre des tonnes d'exemples liés à mon mandat de vice-président au logement pour vous montrer à quel point cela infléchit la politique du logement. Cela retarde des projets. Cela les amende. Et donc que ça a un effet majeur sur la politique du logement. Peut-être pour sortir d'une controverse, je prends d'exemples qui seraient des exemples locaux. J'ai eu l'honneur, et mettez plein de guillemets à ça parce que c'est plus une formule qu'autre chose, de siéger dans la commission Rebsamen, qui était une commission qui était dédiée à la relance de la construction. Rebsamen du nom de... Ben, c'est lui. Du nom du ministre, aujourd'hui ministre, mais du maire de Dijon. Et donc, dans cette commission, elle est intervenue, mais... Et toi et votre voisine, si tu connais plein de trucs. Qu'il y a une solidarité. Oui, j'ai connu plein de choses. Voilà. Et donc... Alors, et donc, à ce moment-là, par exemple, je propose dans cette commission, ça a duré une séance. À la deuxième, c'était fini. Qu'on fasse une expérimentation, que la métropole de Lyon, seul interco ou ancienne interco à être élu au suffrage universel direct, puisse avoir les permis de construire. On m'a écouté de manière assez polie. Enfin, franchement, j'ai été. En tout cas, la première séance. À la deuxième, c'était déjà monté. Je me souviens que c'était le maire de Nanterre qui avait immédiatement intervenu en disant donc ça, on laisse tomber. On ne va quand même pas le garder dans les conclusions de la commission Rebsamen. Néanmoins, il y a une vraie contradiction de ce côté-là. Deuxième question qu'on peut poser au sujet de cette décentralisation, c'est comment assurer une politique de construction de logements sociaux équitable lorsque les communes conservent les permis de construire. Ce que je veux dire, ce que vous constatez dans la région parisienne, ou ce qu'on constate dans la métropole de Lyon. Habiter Tassin à 2 rues du 5e arrondissement, c'est habiter la métropole plus qu'habiter une commune. Habiter, parce que je veux dire par là, c'est qu'on a une continuité, parce qu'on a une logique métropolitaine. Mais les maires parfois refusent de signer les permis. Oui, souvent. Pour le coup, si je prends cet exemple, dans la métropole de Lyon, ce type de discussion a donné lieu à une décision totalement inédite de la préfète de région qui a récupéré les autorisations d'urbanisme, les permis de construire pour 4 communes. Donc, on a cette question, mais au-delà de quelle est la compétence d'un ou de l'autre, parce que très vite on rentre dans des débats dont on a l'impression qu'ils sont vraiment des logiques de concurrence entre pouvoirs, collectivité. Au-delà de ça, c'est de se dire, mais en fait, une politique de l'habitat, elle doit se penser en termes de bassin de vie, quasiment. Il faut décentraliser, mais pas trop. C'est pas ça, c'est pas centralisé. Non, mais un petit peu, si on rejoint les communes, non, je comprends très bien qu'il faut avoir un peu de recul sur le... Non, qu'est-ce qui fait que vous venez habiter dans la métropole de Lyon? Vous croyez que c'est habiter Lyon? Ou habiter Tassin? De Tassin, je suis parfaitement. Voyez, donc vous êtes dans une logique qui est une logique de bassin de vie quand même, très largement. Pas assez d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les bordures de la métropole, donc là on se poserait les mêmes questions. Mais la vraie question quand même, c'est de se dire, est-ce que la loi SRU, qui portait en elle la question justement de la cohésion, vraiment, est-ce que la bonne échelle, c'est l'échelle communale, quand même, réellement? Dire, et si on ne veut pas prendre notre exemple métropolitain, Paris, évidemment. Calculer le taux SRU à l'échelle
précisément, et d'ailleurs vous savez que c'est précisément une exception, puisqu'on peut, une commune qui a moins de 3500 habitants, mais si elle est dans la région parisienne, elle doit quand même appliquer le taux SRU. Ce qui montre bien qu'on a l'idée de continuité. Parce que vous avez une commune qui fait 1500, vu que c'est dans un bassin urbain, le but c'est de produire quand même plus de logements sociaux. Donc cette notion quand même de se dire est-ce que c'est vraiment au niveau communal qu'on doit appliquer ces taux-là. Si on veut éviter la gentrification de certains quartiers, pourquoi pas presque un SRU par quartier. Ça pourrait être ça, avec une compétence plutôt métropolitaine, mais avec la nécessité quand même de regarder à l'échelle même de l'IRIS, la donnée statistique la plus fine, pour dire, en fait, c'est une logique qui est à la fois extrêmement territoriale et extrêmement globale au sens territorial au sens de quartier, et plus globale au sens de régulation plus générale. Voilà. Mais en tout cas, c'est un débat. C'est un débat, je le tranche pas. Comment aussi, bien sûr, et ça, vous voyez bien ma casquette métropolitaine, quand je le formule comme ça, comment prévenir les logiques d'attribution des logements sociaux, puisqu'il y a toujours eu cette question quand même de réticence à ce que l'attribution se fasse dans une relation directe d'élus et d'administrés, donc communale notamment, puisque... vous voyez, c'est là qu'on essaye d'éviter la logique clientéliste à travers l'attribution de logements sociaux. Donc, de se dire quels sont les garde-fous, c'est ce qui a probablement nourri la réforme qui était contenue et qui a été mise en œuvre dès 2024, qui était contenue dans les dernières lois des années 2010 et qui est appelée à une cotation de la demande, donc la nécessité véritablement d'objectiver la demande de logements sociaux et l'attribution. Bon, en tout cas, il y a véritablement la nécessité probablement d'un nouvel acte de décentralisation sur les politiques de l'habitat. Simplement, on n'y voit pas très clair aujourd'hui quand on passe d'une logique qui était celle du ministre du Logement Vergrit qui a appelé à une nouvelle loi de décentralisation donnant consistance aux autorités organisatrices de l'habitat, par la loi 3DS, et puis son successeur, Kasper qui lui rappelait la nécessité de redonner du pouvoir aux maires. Donc, décentralisation, il y a tout et son contraire, et pour le moment, on n'y voit pas très clair sur cela. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement une coquille qui a été créée qui s'appelle l'autorité organisatrice de l'habitat, qui n'a aucune compétence, aucune prérogative aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'expérimentations, de pratiques qui se font selon les territoires. La politique du logement de Rennes n'est pas celle de Lille, n'est pas celle de Lyon. La politique des départements est aussi extrêmement variable. Et encore, je ne parle même pas en matière de lutte contre le sans-abrisme, où là, on a, en termes de département notamment, des politiques totalement différentes sur un certain nombre de publics. Je veux le dire. Ouais, c'était pas une question très importante, c'était sur la cotation. Ouais. C'est peut-être encore un peu compliqué, mais c'est pourquoi les agents de la métropole sont prioritaires sur les logements sociaux? C'est déçu qu'on arrive à ce type de débat. Non, mais vraiment répondre en même temps, c'est pas très important. C'est important parce que dire qu'ils sont prioritaires, ce serait problématique. Ils ont notamment il y a plusieurs réservataires. C'est-à-dire, qui a des places dans le logement social? L'État. Action Logement. C'est l'essentiel. L'essentiel. Et après, vous avez notamment les bailleurs sociaux, en tant que tels, qui sont au service du territoire, et les collectivités, et la première d'entre elles, donc ce qui reste, la métropole de Lyon. Et donc, à partir de tous ces réservataires, il s'agit de se dire, on va essayer de faire une cotation. Et effectivement, sur la question, et de regarder qui sont, comment, en l'occurrence, les fonctionnaires, notamment territoriaux, ils ne peuvent pas être logés par Action Logement. Ils ne sont pas logés par la préfecture, et elle va loger plutôt les fonctionnaires d'État. D'accord ? Et donc, effectivement, dans la part métropole,
il va y avoir une part pour ses propres agents, c'est pas la totalité, hein. Bon, Je me doute. mais de fait, quand vous avez 9600 agents de cette collectivité, donc les plus gros employeurs de ce territoire, derrière les hospices civils, c'est normal qu'il faut trouver des solutions alors qu'ils ne sont pas couverts par les autres pouvoirs publics. Comme des demandeurs de logement social qui sont dans des situations plus précaires que les agents de métropole. Ça dépend. Oui, mais ils sont pas. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a des points. Il y a des points pour les personnes en situation de handicap, il y a des points évidemment liés au revenu, il y a des points, etc. Mais oui, il y a cette catégorie, vous avez tout à fait. Qu'est-ce qu'on va aller voir ce soir? Non. Voilà, on s'en va. Pardon, je suis Mais je sais pas où tu l'as. À la fois, c'est que là. J'aimerais demander, parce que vous parlez de lutte contre le sans-abrisme, mais les communes utilisent plusieurs outils, parce qu'il y a la création de logements, mais certaines veulent lutter contre le sans-abrisme avec des mobiliers urbains hostiles. Et quand on parlait tout à l'heure de gentrification, etc., La lutte, là, pour la lutte, du coup, la lutte contre les sans-abri, parce que contre les sans-abri, c'est ça. bah oui, contre le sans-abrisme, mais contre les sans-abri. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me demandais qui décide des mobiliers urbains qui sont installés. Ça, c'est la collectivité territoriale aussi. Enfin, c'est la mairie. C'est la mairie. Parce que ça fait partie des politiques. Parce qu'en fait, mon point, c'était de dire qu'au-delà du logement, avoir un logement sur la tête, c'est aussi faire vivre ensemble. Enfin, vous en avez parlé lors de des propos introductifs, etc. C'est aussi justement l'urbanisme, c'est vivre ensemble dans un quartier, etc. Et ce genre de mobilier. Aussi, enfin, ça dépend lesquels. Mais c'est ceux qui font. Ça ne faut pas présenter comme ça, mais le son. C'est les pics d'or de la Fondation Abbé Pierre. Ou même les bancs qui sont coupés en deux par des. Mais chaque année, la Fondation Abbé Pierre met en avant cela. Et ça, on ne peut pas lutter contre. Enfin, je voulais savoir s'il y a des choses qui étaient mises en place pour lutter contre ce type de mobilier. Non, c'est l'alerte, c'est les lanceurs d'alerte. D'accord. Pas nous dire très clairement. Vous le faites pas, métropole. De mettre des mobiliers ISD. C'est une question. Non, il y a eu une question à un moment sur des sites qu'on n'arrivait pas du tout à gérer, qui n'étaient plus du tout gérables. Où ça? Le campement de la place de Milan. Ça, pour le coup, c'est un dossier que. Vous voyez où c'est la place de Milan? Place de Milan, vous avez donc la gare de la Pardieu. Et là, vous avez un niveau là. Oui, il y a ça. Voilà. Énormément de rats et un campement qui était absolument dans une situation. Alors, vous allez me dire, les campements, c'est toujours dans une situation d'indignité, mais là, il y avait plein de choses, il y avait du trafic, il y avait de la location de matelas et de places de tente, vraiment. Et, alors moi, je pas l'objet là de ce cours, mais je vous dis, moi, je plaidais pour qu'il y ait une évacuation. Parce qu'il n'y avait plus du tout de possibilité. C'était véritablement ça, d'abord en termes de rats, particulièrement vrai, mais il y avait en plus de la pratique quand même, type marchand de sommeil, de la précarité. Quoi. Bon, de la précarité, mais là, dans de l'habitat plus que précaire, c'était de la place dans des temps. L'évacuation avec un relogement derrière, je veux dire évacuation vers. Non, là, on n'y arrivait pas. En tout cas, c'était pas des personnes publiques métropoles, sauf celles et ceux qui l'étaient et qui ont été pris en charge. Et donc, pour le coup, il y a un moment où ça a été une nécessité de dire à l'État, il faut prendre les mesures. Au départ, il y a eu refus. De refus de quoi? L'État. Parce que, pour une raison très simple, c'est que l'accès, c'est l'idée de comment on arrivait à réguler l'accès, parce que vous voyez, c'est une place ouverte et en même temps fermée. Elle est cachée du regard, donc elle se prête de fait à une occupation. Bon, pas dramatique en soi, sauf que. Et donc là, c'est posé la question, je crois qu'on n'a même pas eu, de poser des. C'était quasiment impossible de poser des pierres pour pas qu'il y ait une nouvelle occupation, mais de fait, je crois que ça n'a même pas été fait. Je vous révèle vraiment les discussions que j'ai pu avoir dans le mandat pour que vous soyez transparent. Mais ce n'est pas trop la politique ni de la ville de Lyon, ni de la métropole de Lyon quand même. Mais quoi, une évacuation, que ce soit d'un squat, peu importe, les publics métropoles sont toujours relogés, mais pas les publics de l'État. En tout cas, c'est à l'État d'assurer. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais l'État le fait, sans doute. Mais
sous autorité. Mais donc, en tout cas, je peux dire que oui, quand il y a des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans, éventuellement des mineurs. Les mineurs non accompagnés aussi, c'est Voilà. la compétence Oui. de la métropole. Oui. Moitié de la protection de l'enfance. Oui. C'est quoi des publics de la métropole, j'ai pas compris. Alors, ça renvoie plutôt à une sorte presque de la politique du logement, mais c'est important. Le Code social des familles, deux choses. C'est l'héritage quasiment de l'assistance publique, hein, de la loi sur les enfants seuls. Deux choses. Un, que les mineurs non accompagnés, ouais, mineurs non accompagnés doivent être pris en charge, en tout cas par le département. Et voilà. Et puis il y a une deuxième catégorie qui est le parent isolé avec enfant de moins de 3 ans, Code social des familles, qui là aussi doit être pris en charge par le département. La vraie question, c'est est-ce que tous les départements le font? La vraie réponse, c'est non. Même très très peu. L'engagement de certaines collectivités, dont la métropole de Lyon, a été de dire nous, on va au bout de cette logique. Voilà. Que c'est une grande cause de mal logement, de personnes à la rue, et on met des familles dans une situation. Après, ça ne tient que quand même que si tout le monde, tous les départements s'y mettent, et ça n'est pas le cas aujourd'hui, d'où l'extrême tension quand même. Et deuxièmement, bien sûr que ça a des effets pervers. Notamment, dès que parents isolés avec enfants de moins de 3 ans, ça va conduire notamment à de la déparentalisation. Ou en tout cas, des parents qui vont dire non, une mère isolée avec enfant de moins de 3 ans qui va dire je n'ai pas de mari, je n'ai pas de conjoint. Voilà. Donc, avec des effets de contournement. Et puis, il y a surtout la question de qu'est-ce qu'on fait aux 3 ans de l'enfant. Et aujourd'hui, le débat n'est pas satisfaisant dans la relation État-métropole sur ce plan. Mais du coup, là, c'est un peu le cas pour le collectif Solidarité entre femmes à la rue. Pas tout à fait, mais Quoi? parce qu'il y a assez peu, je vais parler d'un lieu que je connais bien, Ah, il y a peu de... à Rouen, notamment, il y a eu la décision de les mettre à l'abri l'hiver, jusqu'au mois de mai, mais qui est de se dire très clairement, il y a des mères avec enfants, très peu de mères avec des enfants de moins de 3 ans. Mais du coup, après, ce sera à l'État du coup de reloger. Parce que vous faites quoi à la fin de l'hiver? Voilà. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris, qui est de dire on s'arrête. C'est un bailleur social qui s'appelle Grand Lieu Habitat, et ça fait 4 ans que nous reportons un projet de logement social étudiant, dont nous avons particulièrement besoin. Voilà. Ça, c'est un vrai. Donc, j'ai tenu à ce qu'il y ait une convention, protection, mais elle s'arrête avec une date limite. Comme j'ai déjà eu une première occupation sur un mois. J'espère que vous reconnaissez ça. Non, parce que c'est un vrai débat. Hein. Enfin, on sort là, on est tout dans l'espace du cours. C'est un vrai débat. Non, mais c'est un vrai débat parce que le truc, bien sûr que je comprends. Enfin, moi, je comprends la revendication et il n'y a aucun doute. Mais moi, je vois aussi des étudiants très, très précaires qui ont besoin de logement social étudiant. Non, mais, ben oui. Et moi, alors là, je n'entrerai jamais dans la concurrence du public, sauf qu'il y a eu un moment, sauf qu'il y a eu un moment où les conseillers métropolitains, ils ont voté quelque chose. Les représentants des métropolitains, ils ont voté quelque chose qui a été de dire, on attribue, on achète cet immeuble et on le fait pour faire du logement social étudiant. Je veux dire, il y a un moment, il y a aussi ça. Donc, on est retardé par plein de moments, parce que c'est ce qu'on a fait depuis 2020, hein, pour faire du squat conventionnel. Donc, c'est le premier squat conventionnel à Rouen avec des jeunes. Mais on retarde pour trouver des solutions, etc. Mais à un moment, si, et d'ailleurs, d'une certaine manière, ça renvoie quand même, c'est ce que j'allais vous dire sur l'État, dans le deuxième point, si il n'y a pas chaque pouvoir public qui exerce ses compétences, on est cuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il y a des publics qui sont de la compétence de l'État. Voilà. La question de l'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État.
c'est une compétence de l'État. Par substitution, et seulement par substitution, mère isolée avec enfant de moins de 3 ans et mineur non accompagné. Mais par défaut, c'est l'État. Et pour tout le reste. Or, là, l'effet pervers, c'est que bien évidemment, il y a des collectivités sur ce territoire qui sont très enclines à mettre à l'abri. C'est le cas de la ville de Lyon. C'est le cas de la ville de Villeurbanne. Vous en avez vu l'illustration mercredi. C'est le cas de la métropole de Lyon. Très, très clairement. Mais si, de ce fait, de cet engagement de ces collectivités qui doivent aussi se battre pour faire du logement social, et je sais de quoi je parle, eh bien, si en plus on occupe en priorité les biens de la métropole ou de ses satellites, comme les bailleurs métropolitains, on entrave la possibilité de mener des actions qui ont en plus été délibérées par des par des personnes élues au suffrage universel et dans le cadre d'instances. Donc c'est toute la contradiction. C'est-à-dire qu'il faut à la fois trouver la question de c'est pas possible de laisser des gens dans des campements, etc. Donc il faut se battre, mais il y a un moment, il faut une réalité de la bataille, même politique, et s'adresser à l'autorité compétente. Vraiment. Et je le dis d'autant plus que personne, ni le maire de Villeurbanne, ni le président ou le vice-président de la métropole, ni le maire de Lyon n'ont à rougir de tout ce qui a été engagé depuis 2020. Énormément de choses. Ça ne suffit pas. La preuve en est que vous allez derrière, sous les voies ferrées de Jean Massé, il y a des tentes, vous connaissez les campements, etc. Enfin, vous voyez bien. Parce qu'il manque une vraie politique d'hébergement dans ce pays, clairement. Et j'ai tendance à croire, et ça c'est que les débats actuels portés par certains représentants du gouvernement ne vont pas être favorables à cette politique d'hébergement qui, de fait, croise une autre compétence, qui est une compétence migratoire. Parce qu'il y a une partie de personnes qui sont à la rue qui le sont par le phénomène migratoire, parce qu'elles arrivent sans ressources, évidemment. C'est ça que je voulais vous dire dans le deuxième point, qui est le rôle de l'État. Ce que je voulais dire sur le rôle de l'État, c'était dire très clairement, il est des domaines, je crois, c'est un vrai débat, qui doivent rester de la compétence du gouvernement et de la compétence de l'État. Moi, je n'ai jamais souhaité, en tant que vice-président, pour le coup, qu'on intitule notre politique de mise à l'abri politique d'hébergement. Parce qu'il faut le rappeler, en matière d'hébergement, il y a une seule compétence, c'est la compétence de l'État. Très clairement. Et du fait même que la notion d'hébergement croise la notion migratoire et que jamais une collectivité territoriale aura la compétence migratoire. Jamais. C'est une compétence souveraine. Et que lorsque vous êtes tant dépendant d'une politique migratoire qui va dire voilà qui on accepte dans les logements abordables, voilà qui on accepte dans les centres d'hébergement d'urgence, voilà qui on accepte, en fonction effectivement de données d'origine. Pensez quand même à l'exception qui a été faite sur la question des familles ukrainiennes, très clairement. Eh bien, de ce fait, il faut que l'État aille au bout de ses compétences. Donc, très clairement, l'hébergement d'urgence doit rester une compétence d'État. Après, il y a la question de se dire, est-ce que c'est la bonne solution, l'hébergement? C'est tout le débat que vous avez eu hier, je pense, sur la notion de logement d'abord, qui vous a été présenté, je pense. Donc, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Mais en tout cas, il y a une situation aujourd'hui dans ce pays qui est urgente. Il y a 4 millions de personnes mal logées dans ce pays. 4 millions. Donc, on a une réalité qui appelle une solution exceptionnelle. Pour le moment, nous n'en voyons pas véritablement la couleur et on voit bien que cette politique est très inégalement répartie sur le territoire. Donc, voilà. Par ailleurs, il y a ce que je voulais aussi évoquer en disant que la politique du logement, c'est aussi la politique du logement social, mais je vous ai déjà dit à quel point elle avait été fragilisée. Enfin, il y a un dernier niveau de gouvernement que je veux pointer à travers cette présentation, c'est le niveau européen. Le niveau européen en disant qu'il ne faut pas oublier cette échelle-là. Il ne faut surtout pas oublier cette échelle-là. Cette échelle, elle est essentielle. Et en tout cas, nous avons engagé côté métropole de Lyon un plaidoyer européen. Parce qu'on pense
qu'il y a la possibilité, en se battant au niveau européen, non seulement de faire comprendre à nos concitoyens qu'il y a une réalité qui est plutôt structurelle que conjoncturelle. De fait, l'Europe et sa richesse est un continent d'accueil de personnes qui traversent la Méditerranée, qui traversent une partie du continent européen, voire qui viennent d'Asie. Et donc, on a cette réalité qui ne va pas s'arrêter, et encore moins avec le dérèglement climatique. Je ne parle pas encore de migration climatique, parce que je crois qu'elles sont encore balbutiantes, mais qui, de fait, par le dérèglement climatique, c'est aussi le creusement des inégalités au niveau international et la nécessité de certains de devoir se déplacer. Or, sur ce plan-là, nous devons absolument avoir une action au niveau européen, pardon. C'est l'enjeu que nous plaidons au niveau de la métropole de Lyon, d'avoir une politique de lutte contre le sans-abrisme qui soit européenne. La chance, c'est qu'il y a eu notamment au sommet social de Lisbonne, il y a 4 ans, la nécessité de mettre en place une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, donc qui est présidée par l'ancien Premier ministre belge Yves Le Terme, qui porte une première revendication qui était particulièrement portée par le commissaire européen luxembourgeois social-démocrate qui s'appelle Nicolas Schmit, qui portait cette revendication. Et avec lui, nous, Métropole de Lyon, avec des réseaux européens, nous avons plaidé pour entrer dans cette plateforme européenne. Donc nous y sommes à travers un réseau qui s'appelle Eurocities, Eurocités, et nous plaidons. Moi, je m'investis notamment sur ce thème-là. La question est laquelle? C'est qu'en fait, il faut favoriser le logement d'abord. Et donc, au niveau européen, nous défendons une politique qui défende du logement abordable en sortie de rue, parce que la réalité, c'est celle de la ville d'Helsinki, même si Helsinki a pas mal avancé sur des propositions de mise à l'abri, voire de logement d'abord. C'est la réalité d'Amsterdam, c'est la réalité de Budapest, c'est la réalité de Berlin, c'est la réalité de Leipzig, c'est la réalité de Lyon comme de Marseille. Et donc, il faut absolument qu'on ait des dispositifs qui permettent de financer cela à travers 2 manières. Une première manière très utopique aujourd'hui, qui est de se dire une grande partie des financements sociaux européens vont aux régions. Faisons en sorte qu'il y ait un financement spécifique dédié à la lutte contre le sans-abrisme qui arrive directement sur les territoires urbains, qui sont les premiers exposés. Les métropoles? Les métropoles, ou, si ça n'est pas possible, parce qu'il faudrait différents montages, directement derrière, vers un certain nombre de bailleurs sociaux. Mais en tout cas, avec le droit de regard des collectivités, me semble-t-il. Et vous n'avez pas un souci de délégation d'argent? C'est exactement ça. Mais il y a eu par le passé, je rentre un peu dans le détail, des programmes qui étaient directement destinés aux communautés, aux métropoles. C'était dans les années 90 le programme Urban, qui était un programme d'initiative communautaire pris sur les financements fonds structurels et qui était directement destiné aux collectivités qui ont engagé des projets urbains de type politique de la ville. Et le frein, il est sur le projet même, du coup, ou sur le frein, il est le même type. De financement. Le frein n'est pas, mais on n'en est même pas encore là. Nous, le but, c'est d'arriver à convaincre la Commission européenne, notamment, voilà, de s'engager dans ce type de dispositif. D'où, vraiment, hein, pour le coup, la métropole de Lyon joue un rôle dans ce plaidoyer, hein, vraiment. Je le fais, moi, en tant que vice-président de logement. Et donc, on avance. On a fait un appel d'une trentaine de villes en septembre 2023 au Parlement européen, relayé par un intergroupe au sein du Parlement européen et par la plupart des groupes de droite comme de gauche. Mais c'était la fin de la mandature précédente. Hein. Et on a fait cet appel. On a eu des échanges très forts avec le commissaire Schmitt, qu'on a fait venir à Lyon au moment de la présidence française de l'Union européenne, en lui montrant les sites de tiny house, les sites où on mettait à l'abri, et en lui disant mais on pourrait faire beaucoup plus, mais il nous faut un accompagnement européen. Et puis là, ça a pris une toute autre tournure, parce que par cet engagement,
notamment le réseau Eurocity s'est intéressé encore plus fortement au logement. Et donc, j'en suis le commissaire le shadow là, sur le logement pour essayer de continuer. Ils ont, Non, c'est que pour ça, mais qu'est-ce que vous n'êtes pas? Je suis. Je ne suis pas. Je ne suis qu'un social-crête. Non, c'était pas pour dire pour moi, on s'en fout, c'est pas ça. Non, mais vraiment, vous savez. Mais non, mais parce que ça, c'est. Moi, c'était 46 mandats. C'est la suite. Ça. Si on ne se bat pas aussi sur cette échelle-là, on perd la bataille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, en fait, on n'est pas là, enfin, on est là pour 6 ans, etc. Plus beaucoup. Mais si on ne se bat pas à cette échelle, encore une fois, si on reste, ce qu'on s'est dit, par exemple, la discussion, non mais parce que j'ai peur d'y voir une critique dans ce que vous dites. Mais non, ça. Non, mais vous voyez la discussion qu'on a, par exemple, sur Arloin et le collectif des femmes. Et ce que vous me renvoyez, vous êtes raison. Totalement, de dire mais comment on va faire à la fin de l'hiver, quoi. Et vous avez tout à fait raison. Et moi, j'ai raison de vous dire, mais ne mesurez pas tout ce qu'on fait. On ne prend pas, non mais, je sais pas, parce que chacun est dans son rôle, ou en tout cas, voilà. Mais si on ne prend pas un peu de distance en se disant, mais attendez, comment on va finir par y arriver? Qu'est-ce qu'il nous faut? Bien sûr, non mais là, on parle politique réellement. Bien sûr qu'il nous faudrait un gouvernement avec des gouvernements européens avec des politiques migratoires totalement différentes. C'est cuit aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne voudrais pas le dire comme ça, mais ce n'est pas avec le dernier pacte migratoire européen, ce n'est pas avec une montée quand même de gouvernements qui font de cette revendication de la fermeture des frontières une revendication principale, que ce soit en Hongrie, en Italie. Chez nous. Voilà. Donc voilà. Non mais donc ça c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et pour autant il nous faut deux choses. Il nous faut de nouvelles formes de financement pour dire on est capable de faire plus. Parce que regardez cette métropole, par exemple, on va prendre notre exemple. Et c'est pas pour vous dire qu'elle est exemplaire, mais c'est pas si compliqué de dégager du foncier qui n'est pas occupé provisoirement, enfin, et au moins de l'occuper pendant 4-5 ans. Très honnêtement. Et on peut en trouver d'autres. Et on met. Sur le long terme. Parce que là, elles sont hébergées. Oui, mais on peut trouver quand même d'autres solutions. Il y a effectivement d'autres solutions qui sont de dire on fait de l'intercalaire, soit via les bailleurs sociaux, il n'y a pas de raison que ce soit les seuls, soit via du privé. C'est-à-dire qu'on va aller voir les personnes qui sont propriétaires d'un bien qui est laissé vacant, ou sur lesquels ils ne peuvent plus faire de travaux, ou qui sont laissés se dégrader. Et on va leur dire, mais attendez, on peut vous le racheter. Et il faut des moyens pour le faire. Hein. Mais pour cela, il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de réfléchir dans la poursuite de ces réseaux internationaux européens. C'est de dire on va monter une coopérative logement d'abord. Il va aller voir les gens qui sont propriétaires de passoires énergétiques et on leur dit nous, on vous le rachète dans le cadre d'une nouvelle structure coopérative. Bon, mais ça, il nous faut des moyens. Donc, la nécessité, c'était de se battre au niveau européen. Et en plus, je vais vous dire un petit truc. Pourquoi moi j'y ai cru dès le début qu'il fallait se battre au niveau européen? Parce que j'avais travaillé en tant qu'universitaire sur le réseau Eurocity, mais ça on s'en fout. 2, c'est parce que je me suis dit, vous faites venir la présidence française de l'Union européenne, faites venir la ministre du Logement de l'époque, Emmanuel Vargon, le commissaire, et puis vous dites, voyez en fait, aujourd'hui, en 2022, notre action internationale européenne, qui il y a 10 ans était au nom de l'attractivité et de la pure attractivité et de la seule attractivité, aujourd'hui elle est guidée par la logique sociale de la mise à l'abri. C'est pour nous majeur. Et en plus, vous parlez à tout le monde et vous dites, voyez, l'action européenne moderne, en phase, etc., elle se fait au nom d'une question qui se pose dans les mêmes termes à Budapest, dans les mêmes termes à Berlin, dans les mêmes termes, etc. Et donc, nous devons traiter ça. Ça a un effet, comment dire, de dire ce sujet, c'est pas une lubie de la majorité écolo et de gauche élue en 2020. C'est un sujet majeur de nos grandes villes européennes et il n'y a pas de raison que c'est ça. Donc ça devient un sujet urgent. Et après, je dirais quand il y a 2 autres enjeux dans le plaidoyer européen. Et juste pour répondre parce qu'il m'a attaqué, il m'a dit vous êtes partout et un peu nulle part. Et en plus, pour servir partout. Est-ce que, parce que c'est une manière de court-circuiter l'État en vrai ou de suppléer à un membre, j'en sais rien, mais comment il le vit l'État On n'en est pas. Enfin, non, j'allais dire on n'en est pas là, parce que je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là.
tellement, enfin, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas encore complètement gagné, hein. Loin de là même, loin de là. On a vu quand même, on s'est dit que le fait qu'il y ait quand même dans la nouvelle Commission européenne, von der Leyen, un commissaire européen dédié au logement et à l'énergie, c'était une première piste de réponse. Bon, on verra bien quand même, hein. Mais, et on n'en est pas encore là parce que je pense qu'en dehors de la présidence française de l'Union européenne, la France n'a pas encore totalement saisi ce plaidoyer de certaines collectivités. Si ce n'est que dans les réseaux européens dédiés à cette question, il y a la DIAL, la direction donc interministérielle à la question de l'hébergement. Qui sont plutôt proactifs. Mais qui sont plutôt proactifs. Oui. C'est plutôt nos alliés. Voilà. Bah, ils sont plutôt seuls dans ce Tout à fait. Mais tout ça pour vous dire que quand même, le gouvernement, enfin, l'administration centrale est représentée. Donc la DIAL, c'est très bien tout ce qu'on fait. Nous, métropole de Lyon, mais d'autres villes, Strasbourg, en l'occurrence, c'est une. Jérôme Darcourt. Non, mais en l'occurrence, Strasbourg est une métropole alliée sur le sujet. Le dernier grand plaidoyer de Eurocities, on l'a fait dans l'hôtel de ville de Strasbourg, hein, et ensuite on est allé le lendemain au Parlement européen en essayant de convaincre la plupart des nouveaux eurodéputés. Voilà. Donc, mais donc, avec la maire Jeanne Barséguian, on est sur le même plaidoyer et elle est elle-même shadow commissioner sur un autre dossier. Mais quand même. Moi, je suis un petit retour en arrière. Vous voulez pas que je... Je pense que c'est. Vous ne pouvez plus parler. J'ai envie de. Non, mais c'était sur le débat qu'on avait avant. Mais moi, je me dis pourquoi vous n'allez pas au bout de ce que des ambitions que vous portez, qui sont bonnes et qui font du bien à entendre, mais qui ont des blocages à partir d'un certain moment. Et là, on peut revenir sur le collectif des solidarités entre femmes à la rue. Mediapart, ouais. Non, mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout et vous ne dites pas qu'il faut se battre aussi pour récupérer à une échelle plus locale ces questions-là, même l'hébergement, même si je comprends que c'est lié à l'immigration, c'est lié à tout, tout est interconnecté, peut-être pas tout mais connecté à l'immigration, mais en tout cas tout est un peu lié. Mais en fait, pour moi, ces questions-là du sans-abrisme, du mal logement, etc., c'est des questions qui sont concrètes, qui sont visibles, et le local, c'est visible. Et l'État, c'est un truc qui est complètement déconnecté, et ils se cacheront toujours derrière ça pour, au final, ne pas prendre en charge cette question, là où vous allez vous en prendre plein la figure, toujours. Parce que vous êtes le visible, parce que c'est dans le gymnase d'une ville et pas d'un État qu'on occupe. Et pourquoi, là, tout de suite, vous vous retirez de ça en disant... Ben si, vous dites que c'est à l'État de prendre l'hébergement en charge. J'ai tout à fait dit ça. J'ai dit qu'on faisait beaucoup. La preuve en est, c'est qu'en 2019, avant Covid, puisque pendant la période de Covid, toutes les grandes villes ont mis à l'abri. Fait même en termes de réduction des risques. Il y avait l'idée qu'il fallait absolument, au nom de la lutte contre la pandémie, quand même protéger. Donc il y a eu une mise à l'abri. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est en partie possible. C'était aussi très exceptionnel. Il n'y avait plus d'occupation, il n'y avait plus d'utilisation aussi d'un certain nombre d'équipements. Donc, vous étiez dans une période quand même à part. Donc, mais peu importe, je n'ai pas connu en tant que responsable de cette période. Donc, sauf en tant que noble institution. Donc, mais le fait est qu'entre 2019 et 2024, le budget dédié à la question de l'hospitalité, de la mise à l'abri, ça peut être un terme aussi éthique ou politique. Mais ce budget de mise à l'abri de la métropole de Lyon, il est passé de 800 000 euros annuels, budget 2019, à plus de 14 millions. Donc il y a aussi, il y a quand même l'idée que l'action, elle est incomparable aujourd'hui. 14 sites d'hospitalité, de la participation à l'urbanisme transitoire comme celui que vous avez pu voir au château, mais c'est peut-être pas le plus emblématique, et d'autres. Bon. Mais peu importe. Enfin, je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre, mais c'est de vous dire il y a eu un déploiement complet.
allez au bout. Mais non, mais Et dites Non. que c'est plus l'État et essayez de mais vous battre non, pour ça. c'est un piège. C'est un énorme piège. Mais vraiment, je le Mais pense. c'est l'État le piège. C'est l'État le piège. Parce que vous savez très bien qu'ils ne le prendront pas en charge. Mais Et c'est pour ça que ça m'inquiète quand vous parlez de l'Union européenne, parce que c'est encore Est-ce que plus je peux loin. vous prendre un exemple? C'est encore plus loin Est-ce l'Union que je peux vous européenne. prendre un exemple? Oui. En 2020, le premier dossier qu'on a à gérer, là vraiment on sort du. Je ne suis plus du tout l'enseignant, là, je suis le vice-président qui essaie de répondre à cette opposition la plus virulente. Non, c'est moi son administré qui s'inquiète pour. Non. Je vous dis exactement ce qui se passe. En 2020, pendant la campagne de 2020, on nous interroge tous les candidats, sur la question du devenir d'un grand squat énorme qui s'appelle le squat Maurice Sèvres, Collège sans frontières, dans un des anciens locaux du collège Maurice Sèvres, plateau de la Croix-Rousse. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ont connaissance de ce territoire, c'était l'héritier d'un collège, d'un squat qui avait été emblématique, qui était l'Amphizène. Et donc, une partie des personnes mises à l'abri sont allées dans l'ancien collège du plateau de la France. Et on est sur cette période, et là, on se dit, mais comment ça va continuer? Combien de personnes étaient dans ce collège? Bon. Donc, on nous interroge. Donc, tout le monde est amusé. Moi, je me souviens, enfin, et probablement qu'on dit tout et son contraire, ce n'était pas un discours très construit. Premier exécutif, juillet 2020. Moi, je sais que c'est mon sujet. Si je ne me positionne pas très vite là-dessus, ça va être un sujet très complexe. Et je ne sais pas, enfin, moi, je suis un jeune, mais enfin, j'étais, enfin, c'est pas, je vais parler de mon âge, c'est plutôt de la première élection, donc c'est mon premier mandat, donc je sens bien que ça va être un des dossiers sur lesquels il faut témoigner d'une inflexion aussi de politique. Donc, je vais voir les référents. Enfin, je vais d'abord voir les médiateurs. Le précédent président de la métropole avait nommé des médiateurs parce que c'était un sujet épineux. Je les vois, ils me disent tous, en fait, les habitants veulent sortir du squat. Je dis, ouais, ok, mais moi, je veux les rencontrer, les référents. Et donc, je rencontre les référents habitants. Et j'arrive au premier exécutif, et à ce moment-là, il y a la discussion de dire, eh ben, en fait, il faut qu'on trouve très vite une sortie au squat Maurice Sèvres. Les gens veulent sortir. Donc, c'est déjà une opportunité parce que ce truc, il n'était pas du tout bien présenté pendant la campagne. Déjà, il y avait sans grande majorité des occupants qui faisaient l'ambition, évidemment, d'avoir une piste de sortie. Et donc, dans la foulée de cela, c'est là qu'on forge le terme hospitalité pour cette politique. On dit, on va aller chercher des fonciers, et notamment un foncier, pour faire un truc inédit. C'est 50 places pour des jeunes en recours. Donc, je reviens sur mon histoire de tout à l'heure. Mineurs non accompagnés, compétences, département, métropole. Et qu'est-ce qu'on fait quand le jeune qui a été mis à l'abri passe l'évaluation pour savoir s'il est mineur ou majeur et que le département, donc ici la métropole, via son opérateur, dit non. Moi, je considère, en fonction de tel critère, on peut discuter des critères, mais là, je vous dis, vous êtes majeur. Et ce jeune va, la plupart des cas, dire je vais faire un recours. Accompagné par une association, je vais faire un recours parce que je suis mineur, soit je suis extrême, enfin, je suis sincère, je suis mineur, soit, et il n'y a pas du tout de jugement de. Mais on sait aujourd'hui que la seule chance quand même d'être un peu mis à l'abri et d'avoir une protection, c'est d'être reconnu comme mineur. Ce qui est d'ailleurs peut-être un des problèmes quand même. Mais donc on est dans ce truc. Et donc ces jeunes en recours, qu'est-ce qu'on en fait? Avant notre arrivée, on se renvoyait la balle, donc rien. Là, on ouvre 50 places sur le financement métropole. Très bien. Super, pendant un an, parfait. Un an après, campement à la Croix-Rousse, pas très loin du collège, d'autres jeunes qui vont aller occuper un projet de logement social. Et donc, et là, on se dit, bon bah, non, on ne va pas avancer tout de suite. C'est là où je vous dis, c'est aussi, la politique, c'est aussi quand même c'est mieux que moi, affûté à ça, des rapports de force et donc, mais c'est de dire à ce moment-là,
moi je le pense, et c'est ce que j'ai fait, nous irons sur l'ouverture de nouvelles places que si on embarque l'État. Donc vous dire que ce n'est pas gagné d'avance quand même, hein, parce que l'État, pour aller financer des places, ce qu'ils ne font nulle part ailleurs, et bien on y est arrivé. On a ouvert Place de Milan en l'occurrence, dans les locaux d'un bailleur social qui était en train de laisser ses bâtiments, un lieu financé par l'État, mais qui s'appelle la station comme le premier, donc c'est le même dispositif, géré par l'association Le Mar, et qui nous permet d'avoir ouvert finalement, à l'heure où je vous parle, ça n'est jamais assez, 102 places. Ça, c'est une vraie victoire pour nous. C'est-à-dire d'avoir embarqué l'État local dans le financement. Mais encore une fois, c'est cette idée de dire, bah, OK, bon, d'abord, il y a des budgets limités dans toutes les collectivités, je suis obligé quand même de le dire. Bon, après, voilà. Hein. Mais je le dis d'autant plus facilement qu'on est passé de 800 000 à 14 millions, hein, parce que ça veut dire quand même un choix politique extrêmement fort. Mais par ailleurs, on a embarqué l'État. Pas assez. Mais moi, je ne le lâcherai jamais. À un moment, dans la loi 3DS, il y avait la volonté de dire l'hébergement d'urgence revient aux collectivités territoriales. Non, mais c'est un énorme piège. Énorme. Bien sûr qu'on s'en prendra toujours plein la figure. Bien sûr qu'une partie des collectifs nous disent vous ne faites pas assez. Et de toute façon, quand il y a encore des gens à la rue, on ne fait jamais assez. Et les gens ont bien raison de dire je ne sais pas si c'est la compétence de la métropole, de la région, de l'État, parce que le but, c'est de trouver des solutions. Mais il y a aussi un rapport de force, surtout à un moment assez tendu entre les collectivités et l'État, vu que les ressources des collectivités sont moindres. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était justement d'essayer d'embarquer l'État et ça n'a pas fonctionné. Non. Pardon. Non, c'était. Non, ça fait 3 ans d'embarquer l'État sur la continuité et qu'on n'y arrive pas. Et donc, effectivement, il y a des moments où on dit nous n'avançons plus. Voilà. Donc, en 2023, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. 40% de public qui était mis à l'abri par la métropole, ça répond d'ailleurs en partie à votre question, était du public État. Était du public. Et pourtant, 40% des publics mis à l'abri par la métropole étaient de la compétence de l'État. Aurait dû être pris en charge. Et donc, oui, on alerte. Et cet été, ça a suscité des discussions entre nous. Et puis finalement, a repris une politique d'hospitalité telle qu'on l'avait imaginée. Il y a eu aussi un moment de très grande préoccupation de l'exécutif, parce que le budget est beaucoup plus contraint. On a, au cours de l'année 2024, 2 phases très complexes en termes de ressources des collectivités. La première, ça a été la baisse des droits de mutation. Donc, tout ce qui est les droits de mutation, ça enlève des moyens aux départements. Tout le problème d'avoir une fiscalité locale, ou en tout cas des ressources locales qui sont liées au marché, alors que le rôle des collectivités territoriales, c'est souvent d'être contracyclique. Donc, en l'occurrence, les droits de mutation, la baisse des droits de mutation a tout de suite eu un effet. Je parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros, quand même. C'est ça, quand même, la baisse, le manque à gagner. Et donc, forcément, il a été demandé à toutes les politiques publiques de faire des économies. Puis le deuxième temps, c'est le premier projet de loi de finances qui fonctionnait les collectivités territoriales. Donc, voilà. Enfin, 2 autres arguments. Moi, je n'y arriverai jamais. Je ne vais même pas avoir le temps de parler du foncier. Donc, 2 autres arguments dans le plaidoyer européen, c'est évidemment le lien entre l'économie et le logement. Et dans le plaidoyer, on a insisté sur 2 choses. D'abord, l'Union européenne a une compétence emploi. Une compétence emploi. Donc, voilà. Et donc, à ce titre-là, on ne peut pas avoir la compétence emploi si on ne s'intéresse pas au logement. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'emploi revient doucement, hein, beaucoup moins rapidement que ce qu'on imaginait en 2022, mais revient. Et pour autant, la question de l'employabilité est un vrai problème parce que bon nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à se loger proche des lieux où il y a une activité possible. Et donc, c'est pour nous un levier pour intéresser l'Union européenne à la question du logement, de dire vous êtes obligés de vous y intéresser et de financer du logement abordable parce qu'autrement, vous n'arriverez pas à exercer pleinement votre compétence emploi. Et puis, dernier élément, c'est
c'est quasiment transversal, c'est la nécessité, sans rentrer dans la 27 systèmes de logement abordable, l'absence. La France occupe une place totalement singulière dans le paysage du logement en Europe. Totalement singulière. Le phénomène, les bailleurs sociaux capables d'emprunter sur 80 ans, tout ce que je vous ai dit autour de la loi Siegfried et de la loi Bonnevé, encore une fois, c'est une singularité. Pensez qu'une ville comme Barcelone, il y a eu des politiques sociales très, très importantes depuis des décennies, depuis le post-franquisme, néanmoins, a un taux de logement abordable inférieur à 5%. Donc, vous voyez, pour prendre un exemple donc, la réalité du logement social, elle est multiple en Europe. Et pour autant, on défend l'idée de la capacité quand même de trouver des manières de réguler le marché. C'est tout ce qu'on dit sur la lutte contre les meublés de tourisme. J'y mettrai le nom d'une plateforme que vous connaissez bien derrière. Ce terme meublé de tourisme, cette question de régulation du marché passe par la production de logements à vendre. Donc n'oublions pas qu'on a finalement une politique multiniveau, une politique locale, collectivité territoriale. Je pense qu'elle doit être repensée, ça je vous l'ai dit, à travers sans doute un nouvel acte de décentralisation, une politique nationale. Il y aura toujours des prérogatives. Mais je le dis comme ça, il y aura toujours des prérogatives qui doivent rester nationales parce qu'elles sont liées de près ou de loin à des questions de souveraineté ou d'égalité des territoires et d'égalité des territoires. Et donc, il y a un moment, vous avez beau mettre plein de moyens à la métropole de Lyon, ça ne permettra pas l'égalité des territoires. Donc, voilà. Et puis, troisième élément, un niveau européen. Mais je voulais terminer en ouvrant une deuxième partie qui est plutôt dédiée à la question de la politique du foncier. Et donc, dernière partie de ce cours et de cette conclusion, la question des nouvelles politiques du foncier. Donc, peut-être, comment je vais faire? Bon, un des nerfs de la guerre, de la politique du logement, c'est la question de la spéculation immobilière, évidemment. Et c'est la question que le logement devient, ça on l'a dit depuis le début, un objet de profit, etc. Néanmoins, quand on va au bout de la logique, il y a la question notamment du foncier et notamment la question de la propriété du foncier. Donc forcément, ça renvoie à notre rapport à la propriété. Et je vais essayer de le lire. Bon, d'abord, c'est tout le rôle que va jouer 1789 en la matière. Enfin, la Révolution française, on en parlait en aparté voilà, mercredi dernier, mais au-delà de ça, c'est cette idée que la Révolution française est une révolution quand même de propriétaires, hein, portée en tout cas par des propriétaires, et le droit de propriété va être affirmé fortement dans ce nouveau régime, même s'ils vont être multiples, et notamment ce sera concrétisé dans le Code civil qui définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Quand même, on pose, je veux dire, c'est quand même, de la manière la plus absolue. Donc, il y a l'idée quand même d'un fondement de notre société française autour de la question de la propriété qui est inaliénable. Un droit de propriété qui est la défense, qui est même l'ossature de notre société quasiment moderne. Donc, évidemment, à partir d'une interprétation très restrictive de cet article, une majorité de la doctrine juridique française conçoit la propriété comme le droit inviolable, sacré, absolu, exclusif, unitaire, souverain,
d'une personne sur sa chose. En l'occurrence, sur le sol. Sur le sol. Donc, on a cette question de la part à soi et l'idée qu'on peut, que c'est véritablement inviolable. Et très vite, cette conception dominante de la propriété, de la doctrine française, d'une propriété définie comme un droit unitaire, absolu, va se heurter à la question résidentielle, à la question de l'habitat, à la question du logement, et s'y heurte encore plus, c'est ce que je vais vous dire dans cette dernière partie de la conclusion, s'y heurte encore plus dans les dernières années, voire éventuellement les dernières décennies. Donc, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est de vous montrer d'abord qu'il y a des évolutions en cours, même si elles ne font qu'amorcer des formes d'expérimentation. Et puis ensuite, j'aurai un mot quand même sur la raréfaction du foncier. Et puis on finira sur le foncier comme bien commun, mais pas forcément utile que je m'y attarde beaucoup trop. Non, en fait, ce qu'il faut dire sur les évolutions en cours, on d'abord dire quand même que la propriété prend des formes totalement différentes dans les pays. Que si en 2015, vous aviez 3 milliards de personnes qui vivent dans le monde en étant propriétaires, la réalité n'est pas forcément la même à Londres ou à Lyon. Prendre un exemple très européen. Et donc, on a une diversité des formes, et donc il n'y a pas de conception universelle de la propriété, loin de là. Et par ailleurs, il y a précisément dans le monde une grande part de propriété qui repose sur un terrain qui n'appartient pas à la personne qui dispose de son bien. Donc, ça veut dire qu'on a cette réalité importante qui est qu'on peut distinguer la propriété du sol de la propriété du bâti. Et de fait, la France, très tardivement, même s'il y avait déjà cette pratique au niveau rural, à travers ce qu'on a appelé non, des baux. Oui, mais des baux. Ça rentre dedans, ça? Ça peut, mais des baux amphithéotiques notamment, qui vont dire en fait, le sol, il appartient à d'autres, mais l'exploitation de ce sol, précisément, c'est de votre responsabilité, de votre propriété. Donc, il va y avoir au niveau rural, pour faire exploiter des sols par d'autres, cette question de bail amphithéotique qui va avoir des conséquences, qui va avoir des suites, parfois dans des milieux urbains. Un exemple emblématique, c'est la ville de Lyon. Pas la ville en tant que telle, mais les hospices civils de Lyon vont mettre en place sur leur propriété, sur leur foncier, grands propriétaires fonciers, les hospices civils, des baux qui sont des baux amphithéotiques, on va appeler les baux HCL. Une partie du 6e arrondissement de Lyon, toute petite partie du 3e, sont sur des baux HCL. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement en face du parc de la Tête d'Or, peut-être que vous n'êtes pas propriétaire du foncier. Pardon. Oui. Les maisons, pourquoi? Pas les maisons forcément, les immeubles de l'autre côté du boulevard des Belges sont en partie sur des baux HCL. Voilà. Donc on a cette pratique. Mais surtout, on peut le dire, c'est plutôt dans les 2 dernières décennies qu'on a vu imaginer des dispositifs comme le prêt social local accession, la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Donc vous avez une société civile qui achète, et puis ceux qui achètent le bien, et puis qui va progressivement permettre à quelqu'un de devenir propriétaire. Au départ, il paye, c'est un peu du leasing, si vous voulez, comme les voitures. Donc voilà. L'usufruit locatif social. L'usufruit locatif social, dans des trucs très techniques, mais l'usufruit locatif social, j'en ai un tout petit peu fait ces dernières années à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, vous avez
dans le modèle qu'on développe à Lyon, un investisseur, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, qui va précisément placer de l'argent dans un bien. On achète un immeuble, on fait construire un immeuble, et la Caisse des dépôts et consignations place. Il se dit, forcément, l'immeuble va être réévalué dans 15 ans. Mais pendant 15 ans, 20 ans, on a poussé à 20 ans, il le met en location par un bailleur social. Le bailleur social fait pendant 20 ans du logement social étudiant, par exemple, et au terme des 20 ans, doit soit céder le bien directement à la Caisse des dépôts et consignations, qui est propriétaire, mais qui a fait de l'usufruit, tout simplement, et soit la filiale de la Caisse des dépôts lui propose de racheter, mais à un prix plus élevé. Ça permet à un moment d'avoir un investisseur, là en l'occurrence protégé, puisque c'est un investisseur institutionnel, et ça permet donc de se dire on n'est pas propriétaire, et pourtant on exploite un immeuble. Mais c'est aussi le bail réel immobilier, la propriété à vie, les coopératives d'habitants, et puis enfin, ce sur quoi je veux insister, l'organisme de foncier solidaire. Ah, c'est quoi ça? Parce que c'est ça qui a quand même marqué une rupture. Imaginez, dès la loi Allure, il se met en place un peu plus tard, donc le bail réel solidaire. Eh bien, c'est de cela dont je voulais vous parler. D'abord, c'est une version française et bien revue de ce qu'on a appelé, notamment aux États-Unis, notamment dans certains États des États-Unis, le Community Land Trust. Ça vous dit quelque chose? À Bali, ils n'ont pas fait ça un peu pour justement contrer le tourisme. Ils vendaient le terrain pour 20 ans, on faisait ce qu'on y voulait, après l'État récupérait. Ça peut être ça. Le Community Land Trust, c'est quand même l'idée que effectivement, vous avez quelqu'un qui est propriétaire du terrain, hein, et que les personnes ont un droit d'usage, et pour 20 ans, 30 ans, 99 ans, je vais revenir bientôt, tout en fixant des règles de l'usage. Donc, autrement dit, le Community Land Trust, pourquoi il nous intéresse, pourquoi il a intéressé le législateur français à un moment et des personnes, c'est que il y a une chose qu'on retient dans le bail réel solidaire, c'est la dissociation du foncier et du bâti. Il y a autre chose dans le Community Land Trust, il y a community. On ne trouve pas dans le bail réel solidaire. C'est-à-dire que c'est fait pour permettre à des communautés de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une notion communautaire, Community Land Trust. C'est-à-dire qu'on appelle un modèle alternatif d'habitat, où on va partager les biens, on va partager des aménités, la chambre d'amis, les manières de faire le ménage, enfin de faire les lessives, etc. Et des cuisines. Donc, cette notion de Community Land Trust, elle appelle aussi une forme d'habitat coopératif. Un cas du BRS qui est plus individualiste. Enfin, Exactement. Exactement. La Verru qui critiquait un petit peu finalement. Ah, je reconnais. Il a dit dans le podcast qu'il m'a. Non, mais c'est vrai, c'est que, en tout cas, je ne sais pas ce qu'a dit Nicolas, mais le truc, c'est que ça n'est qu'une adaptation d'une partie de la notion de Community Land Trust, et surtout avec une volonté, comme celle qu'on a à la métropole de Lyon, d'ailleurs, de massifier, d'en faire beaucoup. Donc, quand vous voulez en faire beaucoup, vous n'avez pas la possibilité de faire vivre un collectif. Donc, on est beaucoup plus dans une nouvelle forme de logement abordable plutôt que de logement communautaire ou alternatif. Mais néanmoins, quand même, c'est ce que je vais essayer de vous dire, avec une vraie alternative quand même à la propriété classique. Précisément, regardons ce que ça veut dire. C'est quoi le phénomène du bail réel solidaire? D'abord, pour qu'il y ait du bail réel solidaire, il faut qu'il y ait un organisme de foncier solidaire. Donc, l'organisme de foncier solidaire, vous allez avoir 5 formes d'organismes de foncier solidaire en France. La métropole de Lyon
a créé son organisme de foncier solidaire. C'est ce qu'on appelle un organisme de foncier solidaire métropolitain. L'essentiel de son budget vient de la dotation de la métropole. D'accord? Mais vous avez à côté de ça l'OFS coopératif, qui vient d'une coopérative HLM. Donc là, on est plutôt un mouvement de coopérateurs qui se mettent ensemble et financent la naissance d'un organisme de foncier solidaire. Troisièmement, vous avez les établissements publics fonciers, donc qui gèrent le foncier sur son aménagement et qui vont dire, tiens, faire du logement abordable, il nous faut un organisme de foncier solidaire. Vous allez avoir aussi des bailleurs sociaux qui eux-mêmes vont se constituer en OFS. Vous avez donc un organisme, un organisme qui est capable de lever de l'argent pour acheter un terrain. Il achète le terrain, ou il achète l'emprise foncière, ou il achète la part de foncier d'un appartement. On peut même aller dans le diffus. D'accord? Donc, principe de la dissociation, ce que doit faire l'OFS, c'est d'abord acheter. Donc, sur le terrain de l'OFS, des programmes immobiliers résidentiels abordables sont développés. Troisièmement, en ayant fait ça, ils mettent en vente. Je reviendrai sur la réalité de tout ça. Mais le principe est le suivant. Mettent en vente. Et donc, sous condition de ressources. C'est-à-dire que dans la loi française, heureusement, le plafond de ressources, c'est le plafond logement social. Donc, c'est les mêmes personnes. Et quand ils mettent en vente simplement le bien, pas le terrain. Donc, vous arrivez à faire une décote. C'est-à-dire que vous, qui voulez acheter un logement en BRS, vous allez avoir des propositions, par exemple, dans la métropole de Lyon, en moyenne, 40% de décote. Votre bien en vente, il va être 40% moins cher que le même bien, peut-être même parfois dans la même opération, qui lui sera en libre. Simplement, vous n'aurez pas le sol. Et deuxièmement, vous l'aurez avec nécessité d'avoir les droits du propriétaire, c'est-à-dire que vous payez la taxe foncière, vous devez l'entretenir, mais vous l'avez en plus pour une durée de 99 ans. Déjà pas mal. Qui est le plus jeune d'entre vous là? Julien. Je vous mets sûr. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? 22 ans. 22 ans. Mais je suis la plus jeune, le 26 décembre, je pense. C'est bien. Même On va faire, monsieur. vous imaginez. Alors, c'est vrai que 22 ans, bon, c'est presque notre exemple. C'est que si vous l'achetez aujourd'hui, ben, il faudra le revendre avant vos. Enfin, il faudra. Vous n'en aurez plus l'usage à vos 121 ans. Dommage. Comment je fais si je suis jeune Capion? Exactement. Et il faut imaginer Jeanne Calment. Moi, je pense toujours à ça. D'abord, elle m'a marqué dans mon enfance. Elle a un siècle de plus que moi. Donc, on avait 100 ans d'écart, elle et moi. Donc, on était liés. Et donc, elle m'a toujours marqué. Et je pense toujours à elle pour le bail réel solidaire. Et je me dis que si à Arles, elle-même qui était née en 1875, si à Arles, elle avait acheté son BRS avant 1898, elle aurait été quand même dans l'embarras. Mais bon, d'abord, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Voilà. Mais bon, donc c'est pour toute la vie. Enfin, on va se le dire comme ça, c'est pour toute la vie, c'est une sécurité. Mais se pose évidemment la question de la transmission qui n'existe pas. De même que n'existe pas la plus-value. Moi, je réponds politiquement toujours une chose, mais la plus-value, elle a lieu à l'achat. Quand vous l'achetez 40% moins cher, aujourd'hui, et c'est pas pour défendre la plus-value, le fait de pouvoir revendre 40% plus cher aujourd'hui, hein, peut-être que ce n'était pas vrai dans les années 2000, un logement, là, vous avez l'économie à l'achat quand même. Hein, donc, voilà. Et enfin, il y a la possibilité de la revendre dans les mêmes conditions, sous le contrôle de l'OFS. Et enfin,
lorsque le nouveau ménage en ménage, quand vous aurez revendu à vos 110 ans, pour être sûr, quand même, le bien, le ménage qui arrivera pas à vos 100, si à vos 110 ans, mais c'est ça, donc dans à peu près 90 ans, un peu moins, quand vous le revendrez à ce ménage, le ménage rechargera pour 90 000. Donc c'est un BRS à vie. Enfin, ça suit toujours, le prix n'augmente jamais. Le prix, non, il peut être indexé, il est indexé sur un indice qui va augmenter, mais par contre, l'idée, c'est qu'on a inventé un outil pour l'éternité sur le papier, puisque vous recherchez chaque fois. Le bail amphithéotique, juste pour la différence, le bail amphithéotique, et je vous ai parlé des baux HCL, c'est une durée fixe. Après, ça tombe. Là, ça se recharge. À chaque acquéreur. Vous pouvez donner un exemple de comparaison droit commun et BRS? Je ne sais pas. Je sais pas, il y en a peut-être Exemple emblématique de ce mandat. Le fameux collège Morisset, squat, etc. Après, en décembre 2020, je n'ai pas fini l'histoire, donc on lance la politique de l'hospitalité, et en décembre 2020, on se dit, ce bien qui était promis à Vinci, on le récupère, ce terrain, et on va en faire du BRS. Donc, le site est quand même assez emblématique. Et on en fait du BRS, pour le coup, plateau de la Croix-Rousse, vu sur le parc de la Tête d'Or, 3 400 € le mètre carré. Très honnêtement, là, on est des cotes de 50%. 3 400. Vous avez l'air déçu, vous y achetez. Non, non. Bon, pourquoi c'est intéressant? Je ne suis pas en train de vous vendre, puis surtout, j'attends d'être traité encore de capitaliste. Sauf ça, je ne l'attaque pas. Mais non, mais pourquoi c'est intéressant? Parce que, bien sûr qu'on n'est pas au niveau du Community Land Trust. Mais par contre, c'est pour ça que moi, j'y suis très attaché. Pour la première fois sur un outil, aujourd'hui, dans la métropole, c'est 1700 logements qui sont engagés en BRS. Hein. Bien sûr, on n'est pas à nos objectifs encore aujourd'hui, qui étaient, moi, j'avais fixé comme objectif pour 2026 d'atteindre 1000 par an. Je suis certain qu'il faut atteindre 1000 par an. 1000 par an pour avoir un effet structurel. Mais justement, c'est qu'il y a une rupture culturelle dans ce type de bien. C'est que pour la première fois, on est propriétaire. Personnes qui vont emménager à Maurice-Sèvres, chez GLH, bail réel solidaire, ils seront propriétaires de leur bien. Ils vont faire grandir leurs enfants dans ce bien, ils vont faire autre chose, ils feront bien ce qu'ils voudront, mais ils l'auront jusqu'à leur mort, s'ils le souhaitent. Et ils seront propriétaires. Néanmoins, le foncier restera propriété indirectement de la métropole et ça nous permet de contenir les prix. Même la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est comment j'arrive à en faire dans des quartiers qui sont en renouvellement urbain avant même que la gentrification soit à l'œuvre. Bien, vous voyez, comme quoi le terme gentrification, je l'utilise même. Parce que non, mais ça veut dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'à la Buchère, le vrai problème, c'est que les prix du marché ne sont pas assez élevés. Parce que, d'une certaine manière, mais je le formule explicitement comme ça. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des prix du marché qui sont à 3 000 €. Donc, nous n'arrivons pas à faire la décote. Nous n'arrivons pas à faire la décote qui rendrait le BRS attractif. Très clairement, il faudrait le vendre à 2 000, c'est-à-dire au coût de construction. Pas possible. Je ne trouverai jamais quelqu'un qui le fera. Jamais. Donc, nous n'arrivons pas à proposer ça. Et pourtant, on sait que dans 20 ans, la Duchère aura un tramway, la Duchère aura continué son intégration à l'ensemble de la métropole. Donc, il n'y a aucune raison que les prix ne flambent pas à la Duchère. Si nous ne mettons pas, quand c'est encore abordable pour une collectivité comme la nôtre, des plots de logements maîtrisés, de logements abordables dans ce modèle-là, qui est en plus durable, ben on passe à côté de notre mission, certainement. Et pourtant, je n'en suis pas capable. Parce que, voilà. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que les opérateurs de BRS, ça n'est jamais l'OFS. Ce n'est pas l'OFS qui va construire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'OFS, il va soit se dire, l'organisme de foncier solidaire, la foncière solidaire du Grand Lyon, va soit dire, bah, tiens, là, je passe par un bailleur social. Exemple, la Croix-Rousse, Maurice-Sèvres, la Seconde. Ou je passe par un promoteur. Pas de problème. Promoteur à qui je vais racheter en vente en état futur d'achèvement, comme le bailleur social qui va racheter des logements sociaux. La foncière solidaire du Grand Lyon rachète tant de logements en bail réel solidaire. Le promoteur le sait dès le début. Voilà.
et rachètent la part de foncier. Voilà. Et je peux vous dire que la première réunion, c'était en 2020, avec les promoteurs qui disaient non, mais là, on n'a pas la même marge, etc. Et puis ce ne sera pas. Aujourd'hui, les promoteurs disent il nous faut une part de BRS dans chacune des opérations. Qu'est-ce qu'on en fait de ce foncier qui est. Moi, je trouve ça très bien qu'on puisse pas acheter les étoiles ou une part du littoral ou même la terre, elle devrait appartenir à tout le monde. Mais non, moi, je vois que le manque à gagner, je ne comprends pas trop, parlement d'un point de vue économique. Mais le manque à gagner pour qui? Pour la métropole, qui va louer une maison. La métropole n'est pas un acteur économique. La métropole, son but, c'est de loger les gens. Oui, j'entends bien, mais est-ce qu'elle ne touche pas du locataire qui est en BRS? Elle touche une redevance. Elle touche une redevance, mais elle touche moins, elle touche 40% de moins. Mais la métropole, quand elle finance le logement social, elle gagne rien. Quand la métropole finance les routes, elle gagne rien. C'est pas un acteur économique. Il ne faut surtout pas raisonner en termes de manque à gagner. La capacité à loger durablement les Grands Lyonnais, les Grandes Lyonnaises, en tout cas à proposer des solutions, encore plus, je dirais, au terme de ce mandat, parce qu'on est bientôt au terme, où il y a une crise du logement qui est sans précédent et que c'est le seul produit qui a permis de sortir la tête de l'eau. C'est énorme. 40 millions d'euros, c'est rien au regard de, à la fin, j'espère, 2500, 3000 logements en BRS qui seront engagés. Donc c'est ça quand même qui est le plus important. Je ne sais pas si je vous réponds pas, mais je dis que il n'y a pas de manque à gagner. Ça, c'était les détracteurs, et notamment même certains qui avaient pu défendre ce BRS. Il ne faut pas en faire partout parce que c'est un gouffre. Ce n'est pas un gouffre. D'abord, oui, c'est un choix politique qui est de mettre dans la programmation pluriannuelle d'investissement, le budget d'investissement de la métropole, 40 millions d'euros et de produire du logement qui, par ailleurs, au passage, aura permis de sortir des opérations qui aujourd'hui ne seraient pas équilibrées s'il n'y avait pas une part de BRS pour les promoteurs. Donc ça a aussi une vertu de soutenir la promotion immobilière, en l'occurrence, et de soutenir le BTP derrière tout ça, c'est des chantiers, et par ailleurs, de loger les gens. Vous voyez ce que je veux dire? La seule contrepartie des 99 ans me paraît. Alors attention, parce que le financement, ce n'est pas que des fonds propres. Hein. Il faut quand même juste dire. Le financement, il est en partie lié à la redevance ménage, elle est très faible. Il y a une redevance opérateur, mais il y a une redevance ménage, mais elle est très faible. Enfin, elle est très faible. Elle est de 1,4 à 1,7 euros le mètre carré. Donc tous les mois, vous avez quand même vous payez, celui qui a acheté paye quand même 100 euros à l'office, à l'organisme de foncier solidaire. Bon. Ça qui équilibre l'opération, d'accord. Et puis, il y a une partie de financement qui se fait par les prêts Gaïa, les prêts à la Caisse des dépôts et de consignation. Puisque du coup, la banque des territoires, la Caisse des dépôts et de consignation prête pour rendre les opérations, pour faire les opérations, comme sur le modèle du logement social. Mais oui, il y a un manque, là je vous ai répondu un peu sèchement, il y a un manque à gagner, mais on ne parle pas d'un acteur économique. La posture que je veux, c'est pas celle-là. Pour moi, ça ne bouleverse pas la notion de propriété du tout. Certes, j'ai pas le sol qui est sous ma maison, sous mon immeuble, mais en réalité, je reste quand même très attaché à cette notion de propriété, de mon chez moi. Pas de doute, mais avec une vraie différence. Et je peux vous dire qu'il y a encore 4 ans, c'était l'argument principal des opposants au BRS, et ils étaient plus nombreux qu'aujourd'hui. C'était de dire, ah mais non, mais c'est de la fausse propriété. Parce qu'on n'a pas le sol. Pour autant, c'est la variable clé de ne pas avoir de ne pas avoir le sol, et donc de se dire, parce que c'est comme ça qu'on va réguler. Je voulais finir quand même en disant 2 choses, alors je vais très très vite. C'est de dire aussi qu'il y a une autre dimension quand même dans la politique du foncier, c'est la raréfaction du foncier. La raréfaction du foncier, et notamment de bien comprendre aussi qu'on peut considérer que c'est une opportunité, le paradoxe. C'est-à-dire, en fait, il faut quand même se démener pour penser autrement la ville, notamment. Et j'y ajoute autre chose dans la raréfaction du foncier, c'est quand même une loi majeure, la loi climat et résilience de 2021, notamment dans un volet, c'est qu'elle pose comme objectif à 2050 le zéro artificialisation nette. Et là, d'abord, évidemment, guidé par une logique environnementale, évidemment, mais au-delà de ça,
ça veut dire qu'il y a un vrai défi pour la ville de demain, si on pense que la ville est le lieu de la résilience, notamment. Fondamentalement, je pense qu'on n'a pas assez une pensée urbaine sur le plan politique, mais il faut avoir une pensée urbaine, que c'est en ville qu'on a accès au plus d'aménités, au plus de confort, de vie collective, etc. Mais ça, c'est un vrai débat aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ici qu'il faut se poser la question de comment on va faire pour loger alors même qu'on ne pourra plus artificialiser. Et bien pour autant, la question que j'aimerais qu'on puisse poser, c'est à l'heure où il y a 25 000 mal logés dans cette métropole, c'est surtout pas de dire faut-il construire ou pas. Parce que la réponse simpliste serait de dire au nom du zéro artificialisation nette, il ne faut plus construire. Pas ça. C'est où faut-il construire et jusqu'où faut-il construire. Voilà. Donc c'est-à-dire la question de se dire il y a des territoires où il faut un peu plus construire parce que la densité est acceptable et surtout elle est économiquement pensable parce qu'il y a une ligne de tramway, une ligne de métro, il y a tant d'écoles, etc. Donc voilà. Et cette pensée-là, cette question du zéro artificialisation nette, nous n'avons pas encore complètement fait le tour dans les manières de construire, dans les quartiers où il faut construire et dans la question de l'égalité des territoires. Parce que au-delà de la controverse entre Laurent Wauquiez, président de région, qui dit zéro artificialisation nette, c'est ruralicide. Bon. Ça, il le fait de manière polémique, etc. Mais néanmoins, il y a une réalité derrière ça. Il est même que j'en viens à défendre quelqu'un avec lequel je n'ai quasiment aucun point commun politique. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'un propriétaire foncier aujourd'hui en milieu rural voit son foncier perdre toute sa valeur alors qu'un propriétaire foncier en milieu urbain la voit décupler. Ça n'est pas normal. Donc ça n'appelle qu'une seule, la régulation du foncier. Enfin, encore une fois, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on passe à une étape où le foncier n'est pas une source d'enrichissement ou une source d'appauvrissement pour celui qui l'avait acheté. Et donc cette logique redistributive à travers une vraie fiscalité locale prenant en compte la disponibilité du foncier, elle est majeure, c'est-à-dire une fiscalité réparatrice, correctrice, redistributrice et redistributive. Et donc, c'est ça qui est quand même majeur. Donc, ça a amené au dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est le foncier comme bien commun, mais c'est plus une ouverture qu'autre chose. En conclusion, la question du logement, vous l'aurez compris, j'espère à travers cette semaine, qui a mis des étoiles dans vos yeux, qui a fait que vous êtes soudés, que vous avez appris à vivre ensemble, à manger chez Maggie, à aller au cinéma, à écouter les déclarations politiques de votre camarade qui a dit n'écoutez pas Renaud Frère, c'est un social trait, c'est de la battre avant la fin de la semaine. Ça serait pas la porte. Je sens que je suis condamné, donc à l'heure de ma condamnation, je veux vous dire que la politique du logement engage des valeurs fondamentales, finalement, sur probablement ce sur quoi nous ne sommes pas. Alors, nous ne sommes pas encore assez mûrs sur le plan politique, qui est de se dire est-ce qu'il y a une vraie alternative à la régulation par le marché? Je ne le dis pas du tout en termes de plaidoyer politique, mais non, mais je ne dis pas dans ce sens-là. C'est que dans le sens où il faut quand même penser que le marché autorégulateur en matière de logement ne marche pas. Et donc, le logement est le bon terrain de test de toute une série de questions sur qu'est-ce que ça veut dire la régulation au XXIe siècle. Voilà. Et je crois que quand je dis ça, je ne fais que poser la question parce que je n'en ai absolument pas la réponse. Et ça appelle quand même à des réponses qui, aujourd'hui, devraient être des réponses qui animent un débat politique. J'entends tout à fait que certains, comme je l'entends dans les controverses qu'on a autour de la politique du logement au niveau métropolitain, certains disent si, c'est le marché qui doit réguler. Je l'entends, c'est une vision du monde. Ce que je regrette, pour que vous compreniez un peu plus mon propos, c'est que face à ce camp-là, il n'y ait pas un camp assez soudé qui puisse dire au contraire, on va vous montrer qu'il faut des formes de régulation et qui prennent telle et telle dimension. Ce camp-là, il n'est pas assez solide aujourd'hui et probablement que ça renvoie à un débat plus politique sur lequel je m'arrête en vous remerciant pour
votre attention toute la semaine et puis les retours des enseignants, ça a été aussi votre capacité à poser des questions, à interpeller, à invectiver même pour certains. Et donc, voilà. Non, mais cette semaine, on l'a voulu la plus complète possible. On ne fait jamais le tour du logement en une semaine. C'est pas... Mais je crois qu'on vous a donné quand même pas mal de matière. Et puis, d'avoir surtout une pluralité d'intervenants. Et des personnes qui sont aux responsabilités dans les domaines que vous avez pu voir, et qui sont celles et ceux qui, sur ce territoire, sont parmi ceux qui maîtrisent le plus les sujets dont ils ont parlé. Par des autres. Voilà. Merci beaucoup.